Comment déduire le régime transitoire en fonction des valeurs de R, L et C? C'est ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, donc on va prendre un circuit électrique, on va dire standard, hein, un circuit RLC série. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de faire la différence alors, entre régime transitoire et régime permanent. Ok. Ce sont deux régimes qui vont caractériser la réponse d'un système à une sollicitation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que alors, dans le régime transitoire, on voit le T ici, et donc en fait, le régime transitoire dépend du temps, et le régime permanent, lui, va être surtout euh, pour les temps longs, on va dire. En fait, le régime permanent, c'est une vision du circuit sur le long terme, alors que le régime transitoire, c'est une vision du circuit sur le court terme. Et c'est quelque chose qui est assez important à comprendre. Alors, comment on peut aborder ça? J'aimerais bien faire quelques rappels de cours, notamment sur la résolution de l'équation différentielle du second ordre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas commencer à résoudre des équations différentielles du second ordre ici et commencer à discuter du régime transitoire, du type du régime transitoire en fonction de R, L et C, si vous ne connaissez pas les différents régimes transitoires. Euh, Nécessairement, il faut le connaître. Donc, on va faire juste un petit rappel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui nous intéresse dans la vie, alors souvent c'est le long terme, mais le court terme a une importance. Imaginons qu'on ne veut pas avoir un système qui va dépasser une valeur finale, sinon le composant risque de griller. Qu'est-ce qui va se passer? On ne veut pas être dans un régime qu'on va appeler pseudo-périodique. Alors effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que le régime transitoire peut avoir trois formes différentes. Ces formes vertes, orange et rouge ici, qui sont présentes sur le graphique là. Donc là, ici on a la sortie, ici on a le temps, hein, évidemment. Quoi qu'il en soit, on a ce qui est en vert, ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. Pourquoi on l'appelle régime pseudo-périodique? Parce qu'en fait, on a des genres de périodes qui apparaissent hein, le long du signal. Sachant que ici, c'est vraiment fait très rapidement, les graphiques, c'est pas à échelle, rien du tout. On a le régime apériodique critique, qui est un régime qui dépasse, mais qui reste dans un tube des 5%, c'est-à-dire qu'il ne va pas trop dépasser, contrairement au régime pseudo-périodique. Et en fin de compte, à la fin, on a le régime apériodique qui est beaucoup plus long à avoir la valeur finale, mais qui ne va pas dépasser. Donc ça, on a trois types euh, de régimes transitoires. Alors, euh, une chose aussi qu'on peut retenir hein, éventuellement, hein, si jamais vous êtes en exercice et que vous avez déjà des valeurs de R, L et C, le régime apériodique, il est il est caractérisé par ce qu'on va appeler le Q, qui est le facteur d'amortissement qui est inférieur à 1,5. Le périodique critique, c'est Q égale 1,5. Et le pseudo-périodique, c'est Q supérieur à 1,5. Donc, ce qui va se passer, c'est que bon, la mise en équation de ce circuit-là, elle n'est pas si problématique que ça, elle va être relativement simple. Là, ici, on va surtout faire un focus sur la résolution et comment on va interpréter la solution. Donc, imaginons qu'on a trouvé, voilà, on va le faire juste après. Imaginons qu'on a trouvé l'équation différentielle de ce circuit-là, qu'on l'a mis sous forme canonique, on obtient ceci, quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, on va avoir différentes étapes dans la résolution de notre équation différentielle. Tout d'abord, on va on va trouver la solution particulière, qui est la forme du second membre. Ensuite, on va essayer de trouver la solution homogène. Solution homogène qui va dépendre de quelque chose. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que pour la solution homogène, on va écrire ce qu'on appelle une équation caractéristique, qui se note comme ceci. C'est une équation du second ordre. Et qui dit équation du second ordre, en mathématiques, dit delta. Le discriminant ici va influer sur quel régime on va avoir pour le régime transitoire. Alors, pour par exemple, le régime apériodique, ça va être, donc que j'ai mis ici, ça va être delta supérieur à 0, ici delta égal à 0, et ici delta inférieur à 0. On va faire une vidéo complète sur pourquoi c'est delta supérieur à 0 ici, pourquoi c'est delta égal à 0 ici. C'est purement mathématique. Vous pouvez l'apprendre par cœur, mais c'est purement mathématique. Euh, mais quoi qu'il en soit, je vais sortir une vidéo bientôt sur ça. Ensuite, la solution générale, donc c'est la somme des solutions. Et après, on applique les conditions initiales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce canevas de résolution ici, il est toujours utilisé. C'est-à-dire que
plus tard, on pourra voir que on va avoir des autres problèmes qui ne sont pas électriques, mais qui ont une équation différentielle d'ordre 2 comme ceci. Et donc on va pouvoir les résoudre de la même façon. Et le régime transitoire aura toujours sa place. Alors ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc on a un régime transitoire, un régime permanent, et on a une solution particulière et une solution homogène. Et en fait, la solution homogène, elle va être caractéristique du régime transitoire, alors que la solution particulière va être caractéristique du régime permanent. La solution homogène, elle va être caractéristique du régime transitoire. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les solutions homogènes, elles peuvent être scindées en deux blocs. Le bloc noir ici et le bloc rouge ici. Qu'est-ce qu'on remarque dans le bloc rouge? On remarque que dans le bloc rouge, il y a une exponentielle inverse. Une exponentielle moins lambda t, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, exponentielle moins lambda t? On se rappelle que mathématiquement, exponentielle, c'est la fonction la plus forte, et donc elle va faire forcément décroître la contribution de la solution homogène dans la solution générale au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait limite dans le t tend vers l'infini f général de t, ça va tendre vers fp, vers f de t ou vers fp. Ce que je veux dire, c'est que ou ce qu'on peut dire aussi, hein, ces limites de f h de t quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important à comprendre, c'est-à-dire que la solution homogène est caractéristique du régime transitoire. Et donc, ici, notre exercice, c'est comment obtenir un régime transitoire en fonction de RLC, c'est très mal posé, mais ce qu'on va voir ici, c'est comment peut-on conditionner les valeurs de R, L et C pour obtenir le régime transitoire que l'on veut. Parce que des fois, on veut, par exemple, obtenir un régime transitoire spécifique. Ok, donc on a fait un rappel rapide de cours sur comment on allait résoudre notre équation différentielle d'ordre 2. On a posé les bases pour obtenir le type de régime transitoire en fonction des commandeurs R, L et C. Alors là, ici, moi, ce que je vous propose, c'est voilà, de trouver une équation différentielle de ce circuit-là et de faire l'étude du régime transitoire. Alors, j'ai pris volontairement un circuit qui était relativement simple. Pourquoi? Tout simplement pour, comment dire, nous focus exclusivement sur le régime transitoire qui va découler de ça. Alors, bon, peut-être qu'on peut, on va faire l'exercice comme si on nous le demandait, mais encore une fois, c'est pas un exercice très très compliqué parce que ce qui nous intéresse, c'est pas la mise en équation ici, ça va être surtout la résolution. Ok, donc alors, on a notre générateur ici. Donc en premier lieu, hein, ce qu'on veut pour trouver le type de régime transitoire, c'est trouver l'équation différentielle qui ressemble à ceci, hein, on est d'accord? Tac. Donc le but c'est de trouver un truc comme ça. Donc on va trouver un truc comme ça, on va devoir le mettre en équation. Comment on met en équation? On se souvient que là, ce qu'on voit, il n'y a aucune donnée qui est marquée sur le schéma. On n'a ni le sens de l'intensité, ni le sens aucune tension, quoi que ce soit. Donc on va commencer par faire ça. On va aussi à noter qu'à t égale 0, K se ferme. Donc on a l'intensité qui est dans le même sens que le générateur, les autres dipôles qui se mettent en condition récepteur. Jusque-là, normalement, rien de bien affolant. On va devoir le mettre en équation, tout ça. Comment mettre en équation? On va tout simplement sortir notre meilleure loi des mailles qu'on va faire tourner dans ce sens-là. E moins UR moins UC moins UL est égal à 0. Alors là, je vais vite parce que ça, on a déjà vu dans des vidéos précédentes, hein. Évidemment, ce qu'on va écrire, ça va être comme ceci. UR plus UC plus UL est égal à 0. Pourquoi est égal à E. Pourquoi j'écris comme ceci? Parce qu'au moins, je mets mon second membre qui est une constante ici à droite. Donc, je me rapproche toujours plus de cette équation ici, qui est l'équation type, hein, notre fameuse équation à laquelle on va toujours se référer. Et ensuite, là, bon, pour pimenter un petit peu ouais, non, pour essayer de pimenter un petit peu ça, on va essayer d'écrire l'équation différentielle qui est régie par la charge Q de T, la charge du condensateur. Ça peut être assez intéressant d'avoir ça. Enfin, juste pour avoir la petite astuce qu'il faut parce que c'est pas courant de demander la Q de T, hein.
On peut vous demander UC, on peut vous demander UL, on peut vous demander UR, ça c'est assez facile. Mais Q de T, c'est vrai que c'est assez rare. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, enfin, on sait que Q est lié à l'intensité. I de T est égal à dQ sur dt. Ouais. Donc, on va devoir faire apparaître l'intensité. La meilleure façon de faire apparaître l'intensité quand on n'a que des tensions, c'est quoi? C'est la loi courant tension, les lois courant tension. Voilà nos trois lois de courant tension. Parfait. Autrement dit, aussi, on a ici un UC qui est égal à, euh, on pourrait dire Q sur C. Je vous laisse éventuellement le faire la petite preuve hein, pour passer de ça à ça. Pas trop compliqué. Mais quoi qu'il en soit, ici, on va pouvoir changer donc notre équation différentielle qui va devenir ceci. Donc UR est égal à RI, UC est égal à Q sur C, et UL est égal à LDI sur DT. Et là, ça c'est égal à E, et ensuite on va appliquer cette équation-là, ici, enfin, on va utiliser cette formule-là pour se rappeler que I de T c'est égal dQ sur dt, et donc on va faire apparaître R dQ sur dt. Bon, je vais pas mettre la dépendance en fonction du temps, hein, je suis un flemmard. Hop, hop. Ok, là on passe assez rapidement pour établir l'équation différentielle puisqu'on a déjà fait, et on trouve ceci. Alors ici c'est bien quelque chose, pardon, ici c'est un Q, hein. Ici, on trouve quelque chose qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce que on voit très bien que la grandeur physique Q de T, enfin la grandeur physique de la charge du condensateur apparaît, on a sa fonction ici simple, on a sa fonction, on a sa dérivée seconde, donc on sait qu'on a une équation différentielle d'ordre 2. Maintenant, on va la mettre sous forme canonique. Alors, pour la mettre sous forme canonique, on va le diviser par L, ce qui va nous donner ceci, si je ne me trompe pas. Donc, on va bien l'organiser hein, quand même. On va essayer de faire les choses bien. Hop, oui, est égal à E sur L. Ok, donc très bien. Alors c'est quelque chose d'un peu atypique, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, faut pas être euh, si étonné que ça, on va dire. Donc là, on vient d'établir l'équation différentielle de la charge du condensateur Q. Et donc, on va voir par la suite comment on peut traiter le régime transitoire associé à ceci. Dans la partie précédente, on a trouvé que l'équation différentielle qui régissait le comportement de la charge du condensateur, qui est notée Q de T, enfin, était celle-ci, hein, c'était l'équation E ici. Et donc ici, on va se concentrer, on va essayer d'obtenir des conditions pour obtenir un régime transitoire spécifique en fonction de R, L et C. Alors pourquoi on peut vouloir absolument notre régime transitoire spécifique? C'est, on le rappelle, hein, parce que imaginons peut-être qu'un circuit électrique va brûler si jamais on dépasse cette valeur critique ici, cette valeur spécifique. Donc des fois, ça peut être légitime de demander un régime transitoire particulier. Admettons qu'ici, on veuille avoir un régime transitoire pour Q de T qui est critique, ou à périodique critique, hein, ça veut dire. Euh, donc, si on veut un régime transitoire qui est à période critique, on va devoir euh, utiliser cette ligne-là, cette ligne orange. Alors, j'aimerais juste faire un rappel sur une chose, c'est pas la forme de la solution qui implique delta inférieur à 0, ou qui implique delta égale 0, ou qui implique delta supérieur à 0. Non, 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 non. Mathématiquement, quand vous essayez de résoudre une équation différentielle, pour résoudre cette équation différentielle, quand on a des équations différentielles du second ordre, et solutions homogènes, euh, on pose delta supérieur à 0 et ensuite on déduit les conditions. Enfin, on déduit la solution. On va faire une vidéo sur ça pour que ce soit un peu plus clair. Mais
Si vous êtes familier avec les résolutions d'équations différentielles du second ordre, ça va vous sembler logique que si delta inférieur à zéro, alors la solution est ceci. Mais si vous n'avez pas le background mathématique, ça risque d'être compliqué. Parce que là, moi, je vous dis ça, mais vous devez me croire. Donc, si jamais, euh, voilà, si jamais vous avez un doute sur comment ça se fait que delta inférieur à zéro, ou comment ça se fait que la solution ressemble à ceci, bah, intéressez-vous à comment on résout une équation différentielle du second ordre, parce que si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas au point sur ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va vous demander, par exemple, ah, je veux absolument que Q de t respecte un régime critique, périodique critique. Donc il va falloir les ressortir d'une certaine façon, hein, ces solutions. Soit vous les connaissez par cœur, soit vous les remontrez. Quoi qu'il en soit. Donc ici, si on désire notre charge du condensateur qui respecte un régime apériodique critique, ça veut dire que delta doit être égal à zéro. Mais quel delta? Alors je vous rappelle que si vous vous demandez quel delta c'est parce que vous ne savez pas résoudre une équation différentielle du second ordre. Là, on revient essayer de le faire mathématiquement déjà. Allez revoir votre cours de mathématiques. Quoi qu'il en soit, en fait, pour résoudre une équation différentielle, là, je vais passer très rapidement sur ça, hein, parce que c'est pas vraiment. Enfin, on utilise l'outil mathématique de savoir résoudre une équation différentielle. Ordre 2. Euh, En fait, une équation qui est comme E va être associée à une équation caractéristique qui va ressembler à ceci. Cette équation caractéristique, c'est une équation du second ordre dont on peut déduire le delta. Jusque-là, normalement, on est d'accord. Et effectivement, en fait, on se rappelle qu'une équation caractéristique pour les équations différentielles, ça ressemble à ceci. A r carré plus br plus c est égal à 0. Donc vous avez votre valeur de A qui est égale à 1, votre valeur de B qui est égale à R sur L, et votre valeur de C qui est égale à 1 sur LC. De ça, on déduit notre delta qui est égal à P carré moins 4AC, hein, ça n'a pas changé entre les maths et la physique. Donc ça va nous donner delta est égal à euh, R sur L tout au carré moins 4 fois 1 fois 1 sur LC. Autrement dit, R carré sur L carré moins 4 sur LC. Ça, c'est notre valeur de delta. Ouais. Donc, ok. Et alors, si par exemple, on veut un régime apériodique critique, ça veut dire qu'on doit avoir delta égale à 0. Autrement dit, R carré sur L carré est égal à 4 sur LC. Et donc là, vous pouvez déterminer, ce qu'on va obtenir, c'est ceci, hein, par exemple, R carré est égal à 4L carré sur LC, ou ce qui est égal, autrement dit, à 4L sur C. Pourquoi j'ai mis le R ici? Parce qu'il est beaucoup plus simple de trouver une valeur de R en fonction des valeurs de L et de C, parce qu'il y a beaucoup plus de valeurs de R que, alors, si vous avez déjà fait des TP, hein, vous êtes probablement rendu compte qu'il existait mille et une résistances différentes, alors que les condensateurs et les bobines, on n'en avait pas tant que ça. Quoi qu'il en soit, ici, on a trouvé la condition, alors, un lien entre R, L et C pour avoir notre régime apériodique critique. Donc, on a fait un exercice, enfin une petite question pour trouver une relation entre R, L, C et pour que le régime transitoire soit un régime critique. On va essayer de faire la même chose, trouver une relation entre R et C pour que le régime cette fois-ci soit pseudo-périodique et on va s'amuser à trouver la pseudo-pulsation, oméga. Alors, donc il y a plusieurs choses à faire ici tout d'abord. Donc je rappelle que le delta qu'on avait trouvé, c'était R carré sur L carré moins 4 sur LC. Ici, on va chercher à avoir notre delta négatif. Pourquoi? Parce qu'on se situe dans le cas pseudo-périodique. Cas pseudo-périodique qui est ici, hein, delta inférieur à 0. La solution la solution de l'équation homogène aura cette forme-ci. FH de t est égal à la solution en verte, hein. Je vais pas la réécrire.
Et parce que tout simplement ici, je ne la demande pas dans mon énoncé. Mais par contre, ce qui va nous intéresser, c'est le oméga, donc la pseudo-pulsation, qui est oméga 0, racine de 1 sur 4q carré, moins 1. Oméga 0 et Q, d'où ils viennent? En fait, ils viennent d'une identification entre cette équation ici, ok, et cette équation ici. Comment on fait pour identifier ça? On va le faire juste maintenant pour vous montrer. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir oméga 0 et Q. On voit par identification sur notre sur ceci que oméga 0 sur Q est égal à R sur L et que oméga 0 carré est égal à 1 sur LC. Cela implique forcément que oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC et on en déduit la valeur de Q. Ça, c'est quelque chose, c'est une pratique qui est souvent à bien imprimer, c'est d'abord trouver l'oméga 0, puis ensuite de trouver le Q. Comment on va faire pour trouver le Q? On sait que le Q, c'est égal à euh, oméga 0 fois euh, L sur R. Et tout calcul fait, on obtient 1 sur R, racine de L sur C. Voilà, on a trouvé oméga 0 et Q. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la pseudo-pulsation. Pseudo-pulsation qui est notée ici. Sa formule est donnée. Sa formule en fonction de oméga 0 et Q qu'on vient de trouver. Parfait. Là, maintenant, je me rends compte peut-être que je ferai une deuxième partie de vidéo qui va pas venir à la suite de cet exercice-là, mais qui va venir plus tard dans la semaine, concernant comment trouver toutes ces relations ici. Parce que ce sont des relations, alors, si vous êtes en physique et que vous ne faites pas souvent de mathématiques, peut-être que cette résolution et ces valeurs-là seront à prendre par cœur tant que vous ne savez pas résoudre correctement une équation différentielle du second ordre homogène. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça dans une vidéo. Ça va être une vidéo longue et rébarbative parce que c'est purement mathématique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une équation différentielle sous forme homogène, une équation différentielle homogène, qui ressemble à ceci, hop, est égal à 0, on peut relativement facilement conditionner, alors là, pour résoudre, hein, je rappelle qu'on pose une équation caractéristique, on va conditionner les valeurs de delta, parce que une équation du second ordre a trois valeurs de delta, hein, delta supérieur à 0, delta égal à 0 et delta inférieur à 0. Et de ces valeurs de delta, mathématiquement, il est très facile de, si vous vous souvenez de vos formules, hein, évidemment, de retrouver les formes des équations homogènes ici. TFH de T associé à chacun des modes, chacun des types de régimes transitoires. Donc on parlera de ça plus en détail. Là, pour l'instant, on va juste s'appliquer à utiliser cette formule-là pour l'instant. La justification de tout ça va se retrouver dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, apprenez-le par cœur, on va faire avec. Quoi qu'il en soit, ici, ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on veut trouver une condition sur R, L et C pour avoir un régime pseudo-périodique. Donc cette condition est quasiment donnée directement, hein. C'est 4L, R carré inférieur à 4L sur C, une reprise de cette condition-là ici. Cependant, maintenant, on va devoir trouver la pseudo-pulsation. On vient d'identifier oméga 0 et Q à notre équation différentielle par rapport à l'équation différentielle typique. On obtient oméga 0 et Q qui sont ici. Et par conséquent, on peut trouver oméga est égal à 1 sur racine de LC fois racine de 1 sur 4, 1 sur R, racine de L sur C de tout au carré moins 1. Alors là, si vous n'êtes pas à l'aise forcément avec les calculs, ça va être compliqué. Donc, ensuite, on obtient, donc si on combine ces deux choses-là, hein, on a une grande racine qui arrive et qui nous fait apparaître ceci. Donc, alors là, il faut s'appliquer un petit peu, hein, comme ceci, comme ceci. On obtient par conséquent, en simplifiant un petit peu tout,
L carré sur R carré moins 1 sur LC, on obtient oméga est égal à, si je dis pas de bêtises, hein, évidemment, R carré sur L carré, 4L carré, moins 1 sur LC. Et voilà, on a trouvé notre oméga ici. Ok, très bien. Et de cet oméga, alors mathématiquement, en général, quand on définit une pulsation, enfin physiquement, pardon, quand on définit une pulsation, on a en général une fréquence et une période qui y sont associées. Alors, il faut bien faire la différence entre oméga 0 égale 2 pi f 0 et grand oméga égale 2 pi f. La première, ici, c'est ce qu'on appelle des grandeurs propres, pulsations propres, fréquences propres, qui sont des grandeurs qui n'existent, qui ne sont pas les grandeurs amorties. Ok, dès qu'il y a une grandeur avec un amortissement, avec une... ah, ça c'est typiquement un amortissement, hein, une diminution de l'évolution, on va tout de suite parler de ces valeurs ici. Et donc, vous avez assez aisément f qui est égal à 2 pi, euh, pardon, f qui est égal à oméga sur 2 pi, et donc on a f qui est égal à 1 sur 2 pi fois notre oméga qui est ceci, r carré sur 4L carré moins 1 sur LC. Alors pourquoi je vous dis ça maintenant? Tout simplement parce que un exercice pourrait à la fin demander trouver une combinaison de L, C et R afin d'avoir une fréquence f qui est à 20 Hz. On va vous dire, oui, pour le L, on a accès à ceci, ceci, et pour le C, on a accès à ceci et ceci. Mais on va vous imposer le L et le C, et on va vous demander d'isoler R. Et c'est une fin d'exercice qui est tout à fait louable et qui arrive souvent dans des DS en fin de... C'est dans les questions applications numériques en fin de DS, souvent, en fin de sujet. Mais c'est très peu dans les exercices on va dire, dans les oraux, ça arrive très peu. On se concentrera plus sur le type de régime transitoire sur les oraux. Enfin voilà. Donc on a ici trouvé les conditions sur RLC pour avoir notre régime pseudo-périodique. On a trouvé notre pseudo-pulsation ainsi que la fréquence associée à cette pseudo-pulsation. On pourrait très bien trouver la période, évidemment aussi, qui serait l'inverse de ceci, hein. Donc qui serait t est égal à 2pi sur racine de r carré sur 4l carré moins 1 sur LC. À voir selon ce qu'on vous demande dans l'exercice, évidemment. Mais voilà, on a fait globalement pas mal de choses sur le circuit RLC qui conditionnent, on va dire, les régimes transitoires.